Bonjour Jessica Serra, votre livre La bête en nous vient d'être publié chez Humaine Science, où vous parlez d'énormément de sujets, et notamment du sourire des animaux, parce qu'on n'en parle pas souvent du sourire des animaux. Oui, on n'en parle pas souvent parce que là encore, quelque part, on aime préserver l'idée que le sourire serait l'apanage de sapiens, de l'être humain, et qu'il n'existerait que chez nous. Et quand on regarde un nouveau-né humain sourire, même pendant son sommeil, eh bien on parle de sourire aux anges, et comme si cela présageait des sentiments humains assez uniques finalement à venir. Et en fait, on s'est rendu compte que le sourire est beaucoup plus universel qu'il n'y paraît. Non seulement il apparaît chez les chimpanzés, mais pas seulement, chez les singes macaques japonais. On a une étude qui a été menée justement par des Japonais qui montre que ces bébés singes, pendant leur sommeil, sourient déjà. Ce qui est assez formidable quelque part parce qu'on se rend compte que ce qu'on pensait encore une fois être spécifique à l'homme ne l'est pas forcément. Alors vous parlez aussi des chiens, parce qu'il y a quelques chiens, moi j'en ai un comme ça, qui, quand il a beaucoup d'émotions, il retrousse les babines, ça fait un peu peur aux gens qui ne connaissent pas, parce qu'on Oui. voit ses dents. En fait, ça serait une forme de sourire, vous parlez d'un lévrier comme ça. D'un dalmatien, oui, tout à fait. D'un dalmatien, pardon. D'un dalmatien qu'avait ma maman, en fait, que je voyais régulièrement. Et c'était quelque chose qui m'avait toujours intriguée parce qu'à chaque fois que je revoyais cette chienne, elle découvrait toutes ses dents jusqu'aux gencives. Et ça m'intriguait parce que moi, je la connaissais. Et en plus, en tant qu'éthologue, je voyais bien que c'était pas du tout un comportement agressif et qu'elle était au contraire en train de nous faire la fête. Et donc j'ai essayé de creuser un peu le sujet en me disant mais finalement comment c'est possible que les chiens qui sont quand même, rappelons-le, les descendants du loup, soient capables d'exprimer un comportement qui apparaît chez l'être humain mais pas chez leurs ascendants, les loups. Comment expliquer ça? Et une des hypothèses envisagées, c'est que le degré de coopération lors de la domestication du loup entre l'homme et l'animal a été tel que finalement nous avons créé des espèces de plus en plus à notre image, des espèces qu'on appelle néothéniques, qui ont préservé des caractéristiques juvéniles de leurs ancêtres sauvages. Les chiens sont des sortes de jeunes loups, j'allais dire ad aeternam, puisque finalement ils vont beaucoup jouer, se comporter comme des louveteaux. Alors c'est pas tous les chiens, mais certains chiens effectivement ont cette capacité à sourire, et donc on pense que c'est par imitation de l'être humain avec lequel ils vivent. Il y a des races plus prédisposées que d'autres, comme les dalmatiens, mais d'autres en sont capables aussi, et que donc pour nous signifier leur joie, ils sont capables finalement de reproduire le comportement qui signifie la joie aussi chez l'être humain, ce qui est quand même assez fantastique quand on y pense. Ouais. Alors pareil sur le pleur, bon, le rire, ça on a travaillé un peu Oui. sur le rire, on sait qu'il y a des rats qui peuvent rire, etc. Mais sur le pleur, les animaux peuvent pleurer. Alors j'en parle beaucoup parce Oui. que alors les pleurs en soi, les larmes, qui sont vraiment spécifiques à l'être humain, pour le coup les larmes émotionnelles, puisqu'on va distinguer les larmes basales qui servent à éviter une dessiccation de la cornée, avec les larmes émotionnelles. Vous savez, quand on est très ému, on va pleurer, quand on est très triste, on va pleurer aussi. Et ça, c'est quelque chose de particulier à l'être humain, et donc je me suis interrogée sur le pourquoi du comment. Et quand on remonte un peu le cours du temps, on se rend compte que ce comportement d'émettre des larmes, il est apparu finalement assez tard dans l'histoire de l'humanité, à peu près 150 000 ans, et certainement dans des groupes d'humains déjà très étendus comme puissant appel à l'aide, c'est-à-dire les larmes auraient permis de dire je suis pas bien, venez m'aider, d'une manière finalement très facile à comprendre. Et les larmes chez les animaux, effectivement, on n'a pas de larmes émotionnelles, mais est-ce que ça signifie pour autant que l'émotion de la tristesse n'est pas là? Parce qu'on peut déjà s'interroger sur nos ancêtres qui ne pleuraient pas, est-ce qu'eux n'étaient pas tristes? On comprend qu'ils l'étaient, certainement probablement avant de savoir pleurer, et que l'état de dépression aujourd'hui, scientifiquement parlant, on n'a plus aucun doute à avoir sur le fait que les animaux peuvent rentrer dans un état dépressif, même parfois sévère. Les animaux, et notamment nos animaux de compagnie, peuvent ressentir une grande anxiété, par exemple à la disparition de leur propriétaire, et une grande tristesse, et que c'est parfois très difficile à juguler, et que finalement les animaux effectivement éprouvent de la tristesse. On n'a plus trop de doute à avoir là-dessus, et qu'ils n'ont pas besoin d'émettre des larmes pour qu'aujourd'hui les éthologues puissent dire que oui, les animaux peuvent ressentir une détresse, peuvent être malheureux, voire pour certains chiens dont on a tous entendu parler, certaines histoires de chiens qui se laissent mourir après la mort de leur maître, qui n'ont plus goût à la vie. Et c'est un état dont je parle dans mon ouvrage de shutdown, où finalement on voit la vie en noir
et on ne voit plus la vie aussi belle que ce qu'on la voyait auparavant. Merci.